Bonjour à tous, je dépasse tout le monde ici, ça me rend heureuse. Restez assis surtout. Hein. Voilà, ceux qui sont debout, asseyez-vous par terre. Voilà. Fantine, je suis là en qualité d'animatrice parce que je n'ai aucune compétence sur le sujet. Donc je vais laisser les gens compétents parler à ma place et on va laisser les gens compétents se présenter. Ah non, moi je donne plus la parole. Alors par ordre alphabétique, on avait par ordre que c'était alphabétique. toi. Ah oui. Ah bah vas-y, c'est toi. Donne-moi le micro, c'est plus simple. Oui, c'est vrai que par alphabétique, et puis après, voilà. Du coup, oui, alors compétent, j'en sais rien. On est surtout 3 enseignants, puisque aujourd'hui, on va surtout parler de tout ce qui est éducatif. On va pas parler des sexualités en général. Il y a énormément de contenu sur Internet. Heureusement, c'est très très bien. Des contenus très scientifiques aussi. On va plus s'attarder sur l'aspect vraiment éducatif. Donc moi, Pauline Botti, ou Miss Pauline, avec la chaîne La Malbiaisée, je fais des vidéos sur l'esprit critique et sur les luttes sociales en général, en particulier le féminisme. Je suis professeure en collège et j'enseigne l'anglais. Alors ça paraît un petit peu hors sujet, mais plus tard on comprendra pourquoi c'est pertinent que je vous précise la matière. Eh bien, cette table ronde, en plus c'est moi qui l'ai proposée, je crois, cette table ronde, parce que j'ai fait une vidéo justement là-dessus, qui était une blague à la base, puisque j'ai fait une vidéo ASMR pour parler de sexualité. Parce que la sexualité, faut pas en parler, c'est secret. Donc voilà. Donc moi, je suis en qualité de vidéaste, vulgarisatrice et professeur, et donc je vais laisser les autres se présenter. Oui, bonjour, je suis donc Philippe. Ça marchait pas là de ce côté? À ce point-là? Philippe mange micro. Voilà, c'est ça. La vieille blague. Je change comment dans mon téléphone. Donc Philippe Hubert, je suis professeur de SVT, formateur aussi un petit peu. Comme disait Pauline, effectivement, ici on n'est pas là en tant qu'expert universitaire d'un champ disciplinaire, mais en tant que praticien de cette éducation à l'esprit critique, et donc pour faire un retour de notre expérience et du cadre dans lequel on pratique cette éducation à la sexualité. Personnellement, donc c'est en lycée ou aussi au cours de formation et je ne sais pas si je l'ai dit, en SVT. Voilà. Bon, et puis alors moi je suis Vlad Tapas, je suis co-créateur de la chaîne YouTube La Tronche en Biais, qui est une chaîne qui se concentre sur l'esprit critique et sur la zététique. C'est pareil. Ainsi que co-créateur de l'ASTEC, Association pour la science et la transmission de l'esprit critique, toujours. Et je suis par ailleurs enseignant. Et alors moi, je suis surtout enseignant en chant, et c'est là que j'ai le plus l'occasion de parler de tout ce qui concerne la sexualité et le genre, mais ça aussi, on aura l'occasion d'en parler un peu plus tard. Donc, avant toute chose, on parle d'éducation à la sexualité, pas d'enseignement de la sexualité. C'est une notion importante, qui semblait importante pour vous. Peut-être que Pauline, tu peux nous en parler? En disant que le terme c'est l'éducation à la sexualité, ce sont les termes que l'éducation nationale nous impose, nous propose, comment dire, ouais, on va dire propose. Donc si on parle d'enseignement à la sexualité, le problème c'est que il y a l'idée qu'on va enseigner aux élèves un petit peu les pratiques sexuelles. C'est pas du tout la question. L'éducation à la sexualité, comme le conçoit l'éducation nationale, c'est un ensemble de prévention contre les risques liés aux relations sexuelles quelles qu'elles soient, également une éducation maintenant aux notions de consentement, aux notions de différence dans la sexualité, et puis je sais pas ce que je peux rajouter, il y a énormément de choses. Je pense que Philippe, tu seras peut-être plus pertinent que moi parce que toi tu es directement touché par ça en SVT. Oui, c'est-à-dire qu'il y a, comme vous le savez, comment on fait les bébés aussi. Il y a tout un vocabulaire propre à l'éducation nationale. Enseigner, c'est pas comme tout à fait comme éduquer. Prends-le en main comme moi. J'ose pas. Enseigner, c'est comme voilà. Enseigner, éduquer, oui, c'est pas tout à fait la même chose. Quand on parle d'enseignement, il s'agit de transmettre des savoirs, des savoir-faire. Voilà. Quand on parle d'éduquer, il y a certes un fond de connaissances, mais en plus une transmission de valeurs et de normes sociales. En l'occurrence, les normes sociales dominantes, puisque la mission d'éducation nationale, c'est former le citoyen de demain qui sera intégré correctement à sa société. Donc, il y a toujours une visée normative.
qu'on la juge positivement ou négativement, de toute façon, l'éducation nationale est normative. Et donc, vous l'êtes peut-être pour rebondir sur l'articulation de tout ça avec l'esprit critique. Alors justement, l'esprit critique, ça revient à penser un petit peu contre soi-même et à s'interroger sur les raisons pour lesquelles nous pensons ce que nous pensons. Du moins, c'est l'une des nombreuses définitions qui existent pour cette discipline d'une grande protéiformité. Ça veut dire qu'il y a plein de formes. Et justement, l'esprit critique peut nous aider à nous interroger un petit peu là-dessus, parce que tout ce qui concerne la sexualité, le genre, toutes les injonctions sociétales, si on ne commence pas à s'éduquer, à penser contre soi-même, comment changer toutes ces choses-là? Et histoire de faire un délire cycle de conférences dont vous êtes le héros, justement, juste avant, je donnais une conférence qui s'appelait savons-nous ce que c'est que de ne pas savoir ce que nous savons, je crois, ou quelque chose comme ça, un titre un peu à rallonge comme ça, que je vous invite à aller voir après celle-là, après cette table ronde, où justement c'est une conférence totalement axée sur l'esprit critique, où je parle d'esprit critique, de méthode et de comment fonctionne le cerveau. Et j'en profite aussi pour parler de comment tout cela peut nous renseigner sur l'identité, sur la sexualité et sur comment s'interroger. Pourquoi est-ce que énormément de choses concernant la sexualité nous semblent aller de soi alors que c'est pas forcément le cas? Et si des choses nous semblent aller de soi alors que c'est pas forcément le cas, il faut forcément s'interroger soi-même. C'est difficile sans avoir une impulsion. Ou alors se faire apprendre les choses, passer par l'éducation. Et bon, là, du coup, on reclipse directement avec le sujet de cette table ronde qui est l'éducation. Voilà. Justement, sur ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas, ce qui est important de savoir quand on parle d'éducation à la sexualité, c'est qu'aujourd'hui, les enfants, les adolescents surtout, que nous voyons en classe, que nous voyons dans des associations, etc., sont souvent extrêmement informés, peut-être presque trop informés, mal informés sur la sexualité. On a une présence sur Internet de la sexualité, des relations sexuelles et amoureuses qui est omniprésente, qui n'est pas forcément bien représentée, que ce soit via la pornographie, via des représentations très hétéronormées, que ce soit dans les séries télé, alors ça change un petit peu plus maintenant, dans les films, dans les livres, dans les représentations. Simplement, si vous regardez une base de données et que une base d'images, par exemple, que vous cherchez couple, je vous garantis que 99% des images qui vont sortir, ça va être des images de couples hétérosexuels. Blanc. Alors oui, d'ailleurs, c'est très drôle ce que tu dis, ça me fait penser, pour ceux qui étaient là l'année dernière, je tenais un atelier sur les stéréotypes, où en l'occurrence, on aimait mettre au défi les gens, on leur donnait des photos. Alors, certaines photos venaient d'une base d'images basique, donc on n'avait pas d'informations sur les personnes qui étaient en photo, et d'autres, c'était des personnes plus ou moins connues, ou du moins, moi, je les connaissais, donc je connaissais leur orientation sexuelle, je connaissais leur âge, je connaissais plein de choses, et on disait... entre autres, sur l'un des ateliers, on disait « Ok, maintenant, on va faire 2 catégories. On va mettre d'un côté les personnes hétérosexuelles et les personnes non hétérosexuelles de l'autre côté. » Donc, évidemment, nous sommes plus ou moins des sceptiques ici. Donc, évidemment, les gens se sont mis « Ah, on va faire attention aux biais qu'on a. » Donc, ils ont bien fait attention. Toutes les personnes qui étaient un petit peu, qui sortaient un peu de la norme physiquement et tout ça, ils ont fait exprès d'en mettre des 2 côtés. Et puis après, on a regardé. Et quand on regarde, on leur a dit « Ok, c'est bien. Donc la personne aux cheveux roses, vous l'avez pas forcément mis du côté non hétéro. Par contre, regardez où vous avez mis les personnes âgées. Toutes du côté hétéro. Où avez-vous mis les personnes noires? Que du côté hétéro. Comment jugeriez-vous les personnes en fonction, je sais pas, de leur qualité professionnelle, puisqu'il y avait des personnes qui étaient habillées en médecin, etc. Dès qu'il y avait une qualité professionnelle, hétéro. Ce sont des biais que nous avons, et même lorsque nous sommes sceptiques, on oublie en fait qu'il y a des choses vraiment totalement annexes. Souvent, on imagine un stéréotype sur la sexualité, ça va être la nana aux cheveux bleus, typiquement. Voilà. I feel attacked. Voilà. Les piercings. Jadis, et puis les cheveux bleus jadis, mais c'est fini. Voilà. Et alors, c'est vrai, et donc ça, totalement vrai. Et du coup, je reviens sur le penser contre soi-même. Et justement, quand on est sceptique, tu dis, bon, voilà, ils ont fait gaffe, ils n'ont pas mis la personne aux cheveux roses. Ouais, n'empêche que quand on est sceptique, on est quand même biaisé. Et ça ne change pas. Et il faut en avoir conscience parce que sinon, en fait, on se retrouve à être doublement biaisé parce qu'on est certain de ne pas l'être. Donc, vigilance permanente, ça c'est sûr. Et pour reclipser avec le sujet d'aujourd'hui sur le fait que tu as dit, bon, voilà, maintenant les élèves, ils sont exposés à la sexualité, ils en font plein. Et surtout, j'ai envie de dire, non seulement exposés, mais aussi, ils la pratiquent. Qu'on le veuille ou non, les jeunes, et malheureusement la tendance va vers le fait que c'est de plus en plus jeune, les jeunes la pratiquent. Si on a envie qu'ils la pratiquent correctement, ça passe par une éducation. Et si les parents ne s'en occupent pas, parce que bien souvent ils ont
ils ont du mal et on peut pas leur en vouloir d'avoir du mal à imaginer que leur toute petite progéniture, toute mignonne, puisse avoir des relations sexuelles. Bon, bah, c'est aussi le rôle de leur entourage. Donc, les potes, on n'est pas sûr qu'ils le font correctement. Les profs, peut-être. C'est une partie de l'éducation qu'ils vont recevoir. Et justement, donc d'où la question, comment on fait de l'éducation à la sexualité? Philippe. Pour finir sur cette histoire Vous allez tous y passer, hein, vous savez. Non, c'est pas. Alors, le truc, c'est que justement, il n'y a pas de métier derrière. Ce qui doit être bien clair, c'est que tous les personnels. Moi, je ne parle que dans le cadre vraiment de l'éducation nationale. Hein. Oui, désolé, mais c'est gênant quand même. Mange le micro. Non, Mange vraiment. le micro, d'accord. D'accord. J'ai pas la vie. Désolé. J'espère qu'il n'y a pas d'enregistrement en plus. Donc. Voilà. On en a fait un. Enfin, moi, j'en ai fait un. J'ai pourtant eu ça. Toi, tu as un meilleur micro que moi. C'est juste qu'elle parle plus fort. Bon, d'accord. Alors, désolé. Oui, pour rester sur cette histoire de valeurs. Donc, ça doit être, étant donné qu'il y a des valeurs dedans, il y a aussi dans l'attitude du personnel enseignant, même de tout le personnel de l'établissement, que ça va paraître. Donc, il y a de l'explicite et de l'implicite dans cette éducation à la sexualité. Et parmi les valeurs qui sont portées, ça va être les valeurs de la République, avec un truc qui est marrant dans les textes, c'est que il est question donc que ça doit se faire dans un cadre de transmission des valeurs de liberté, d'égalité, et il n'est pas question de la fraternité. Mais à la place de ça, il est question parce que c'est une valeur qui n'est pas toujours facile à expliciter, et c'est la moins mise en valeur en général, la plus remise en cause aussi, de tolérance, de respect de soi et d'autrui, selon les textes. Voilà. Alors ensuite, il est difficile de transmettre des valeurs sans avoir aussi un socle de connaissances, ou on pourrait dire pareil des méthodes. Comment enseigner des méthodes sans que ce soit adjoint à des connaissances. Donc c'est la raison pour laquelle effectivement, souvent les SVT sont impliquées, parce qu'elles vont permettre de donner une base, au moins en ce qui concerne la physiologie et le physique, sur voilà, l'éventail des possibilités, par exemple en termes de physique, et que du coup les archétypes qui sont présentés correspondent effectivement à des stéréotypes, choses que l'on peut déconstruire concernant qu'est-ce qu'un vrai mâle, qu'est-ce qu'une vraie femelle. On commence avec les stéréotypes et puis après on qu'est-ce qu'un vrai homme, qu'est-ce qu'une vraie femme, est-ce que ça existe ou pas, est-ce qu'on peut faire la différence entre mâle, femelle, enfin mâle, homme, femelle, femme. Voilà, spoiler, oui. Voilà, donc on peut arriver à ça par la démonstration en utilisant des documents, et l'intérêt de faire ce genre de choses, c'est que la démonstration se fait sur fait, et donc on peut l'espérer, de moins heurter les choses, un petit peu comme quand on enseigne l'évolution. Si vous avez les données en face de vous, alors va forcément y avoir éventuellement de la réactance en fonction de la culture des personnes concernées, mais ça aide. Et ça va être, je finis juste là-dessus, plus ou moins facile à faire en fonction du contexte culturel. Tout à l'heure, j'espère qu'il interviendra. On discutait avec un collègue d'école primaire, donc il travaille en REP+. Là, forcément, l'éducation à la sexualité qu'il va pouvoir pratiquer ne sera pas la même que celle de l'école à côté du lycée Fermat en centre-ville, quoi. C'est sûr. Je vais juste faire une petite parenthèse. REP+, pour ceux qui n'ont pas le langage, c'est Réseau d'éducation prioritaire. Anciennement, c'était les ZEP, si ça vous parle. Voilà. Je vois que tout le monde a hoché la tête quand je dis ZEP. Voilà. Voilà, ouais. Et voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à dire sur cette question. Peut-être Vlad, parce que je parle tout le temps. Près du micro, Vlad. Le fait est qu'en ce qui me concerne, je ne suis pas enseignant dans le cadre de l'éducation nationale. Donc la chose est très très différente, et même plus encore que ça, moi j'enseigne à des adultes. Donc il y a plein de choses à faire, il y a énormément de choses à faire, notamment dans le cadre du travail de vulgarisation que je pratique, ou en conférence, ou quand je fais des ateliers ou des choses comme ça. Il y a énormément de choses à dire, ou encore, comme je le disais tout à l'heure, dans les cours de chant que je fais, mais vu que là ça traite de questions qui sont propres au gouvernement, qui sont propres à l'éducation nationale, qui sont propres au programme, pour l'instant vous êtes plus pertinent que moi pour en parler.
Je vais embrayer du coup sur quelque chose. Alors du coup, comment ça se passe dans les textes, on va parler un petit peu des textes. Il y a 3 heures d'éducation à la sexualité qui sont prévues. C'est un minimum. On peut en faire plus. Oui, je vais prendre l'avance. T'as vu, on n'avait pas besoin d'animatrice. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Voilà. Il y a 3 heures minimum à faire, qui sont très souvent délégués aux collègues d'SVT parce que on va privilégier l'aspect prévention contre les MST, l'aspect contraception. Mais aujourd'hui, la question de tout ce qui est consentement, comme je disais, question de genre, question d'orientation sexuelle, va être beaucoup plus abordée. La question que moi je me pose et que je pose aux autres, c'est est-ce que ça suffit de l'aborder uniquement dans certaines matières comme les SVT, la science, ou est-ce qu'il faut le mettre ailleurs? Eh bien, les programmes depuis 2019 ont un petit peu répondu à ça, puisque moi en anglais, justement, il faut savoir que les discriminations et les luttes liées aux personnes LGBT+ sont au programme de première et de terminale. Nous devons aborder les émeutes de Stonewall. Pour ceux qui connaissent pas, donc ce sont en gros des émeutes qui se sont faites dans certains quartiers de New York, si je me trompe pas. Oui, c'est ça, c'est New York. Excusez-moi, je suis fatiguée. Voilà, par des personnes, par ces personnes entre autres trans, et qui ont beaucoup combattu avec la police suite à une descente en fait extrêmement violente de la police dans des bars étiquetés LGBT. Voilà. Donc, ce sont des choses qui sont nommément citées dans les programmes d'anglais aujourd'hui. Donc, on a différentes entrées dans le programme d'anglais, dont les discriminations. Et dans ces discriminations-là, on parle des émeutes de Stonewall et de la lutte pour les droits des personnes LGBT. Ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on parle des personnes homosexuelles, transgenres ou peu importe, tout ce qui est lié à la sexualité ou au genre, on va beaucoup l'aborder à travers des choses liées aux discriminations. Donc moi, ça va être les luttes, mais par exemple, vous allez aussi en entendre parler en histoire. Lorsqu'on travaille sur la Seconde Guerre mondiale, on va parler de la déportation des homosexuels, par exemple. Moi, ce qui me pose souci, c'est que c'est très très bien d'en parler dans beaucoup de matières. On a besoin que ça passe par plusieurs moyens. On peut en parler en littérature également. Le souci que je vois, moi, c'est que on en parle très souvent en négatif, dans le sens négatif où on va parler beaucoup des moments où ces personnes sont en souffrance, ces personnes sont discriminées. Et le problème, c'est que le but vis-à-vis de la sexualité, c'est de normaliser les sexualités, de permettre aux jeunes de développer une conscience que la différence existe, qu'elle doit être perçue comme, comment dire, quel est le terme exactement qu'on demande? On en a parlé en plus tout à l'heure. Non, t'étais pas là, mais on avait, non, c'était Philippe. On avait dit dans un texte, au niveau de des valeurs de la République, on devait, les valeurs de tolérance. Oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, voilà, en fait, de tolérance, de respect de soi et d'autrui. C'est les termes exacts. C'est ça qui vient remplacer fraternité, en fait. Voilà, c'est ça. Un petit peu, je cherchais justement les... Si, j'ai dit qu'on en avait parlé tout à l'heure. Tu disais, j'étais pas là. C'est toi qui écoutes pas. Voilà. Du coup, faut vraiment que les jeunes apprennent que ces différentes possibilités existent, mais pas uniquement en négatif. Parce que à chaque fois qu'on en parle uniquement dans ce cadre-là, dans le cadre de les homosexuels ont été déportés, on les voit comme une case à l'extérieur. Donc, c'est ce qui peut poser problème dans l'enseignement. Et moi, ce que je vois comme solution, c'est d'en parler de différentes manières. Par exemple, lorsqu'on aborde tout simplement le vocabulaire de la famille, faire bien attention de pas demander aux élèves de faire un arbre biologique avec leur papa, leur maman, le machin. Bah oui, parce que moi, la première année où j'ai dû faire ça, manque de bol, j'avais une de mes élèves qui avait 2 mamans. Bah écoutez, ça s'est très bien passé, hein, voilà, et les 2 mamans étaient très contentes de mon travail, donc voilà. Mais ce sont des choses totalement normales pour elles, et même l'année dernière, j'avais des enfants, à la fin de l'année, c'était des petits en plus, hein, c'était des 6e, qui commencent à me parler en anglais. Alors, c'était un groupe très spécifique d'enfants presque bilingues, commence à me parler de famille, etc., de vacances, et il y en a une qui me dit « Ah bah, mon tonton, il va se marier avec... un homme, il me donne le prénom, ah bah c'est super, voilà. » Et c'est des choses qui sont devenues totalement normales dans leur quotidien, pour ceux qui y sont confrontés, dans leur vie familiale, dans leur vie de proches.
mais il y a aussi des enfants qui n'y sont jamais confrontés. Et donc, en infusant, entre guillemets, le fait que ces familles existent, ces relations existent, bah, on permet de normaliser, ne pas laisser dans des cases annexes, des cases liées à la discrimination et au mal-être, ces personnes-là. En choisissant, vas-y. Et puis aussi de ne pas laisser, c'était pas dans le délire dans la cognition système 1, système 2, c'est-à-dire le système de pensée immédiate et le système de pensée qu'on fout en surcouche par-dessus. Ça permet d'éduquer le système 1 justement à envisager ces relations-là comme des relations tout à fait normales. Et du coup, de ne pas voir ça comme une variation du modèle normal. Les deux deviennent des modèles normaux. Et ça, cognitivement, en fait, par rapport au rapport qu'on entretient avec nos concitoyens, ça change absolument tout. Et bon, bah, malheureusement, quand on a déjà notre système 1 qui est construit, bah, on est obligé de construire par-dessus, on n'a pas le choix. N'empêche que les enfants, maintenant, ils peuvent se constituer grâce à nous des systèmes 1. Le terme est impropre, mais voilà, dans lesquels ils intègrent ces nouveaux modèles familiaux, ces nouveaux modèles de genre, ces nouveaux modèles d'identité, ces nouveaux modèles sexuels. Et ça, c'est très, très positif. Comme tu dis, ils en parlent comme si c'était normal. Alors que, par exemple, pour des personnes adultes, peut-être, parmi vous, des personnes qui ont participé à leur premier mariage gay, ça leur a fait un truc bizarre. Ils se sont juste dit, sans que ce soit négatif, juste « Ah tiens, c'est mon premier mariage gay, c'est différent. » Bon, bah, un gamin, il s'en fout. C'est un mariage gay, c'est un mariage hétéro. Ouais, c'est un mariage. Ouais, on va finir les verres qui sont pas finis sur les tables. Ouais. Voilà, et non, il n'y a pas d'enfant, c'est bon, on peut dire des bêtises. Et en gros, c'est ça qu'on vise. Parce que là, nous, en tant qu'adultes, on est perdus. On est perdus, on a grandi dans des mondes qui sont profondément homophobes, qui sont profondément transphobes. Bon, bah voilà, bon, ça veut pas dire qu'on est homophobe, qu'on est transphobe, ça veut dire que bon, il faut qu'on ait une deuxième couche de raisonnement par-dessus. Les enfants, on peut leur offrir un monde dans lequel bon, bah, ils n'auront pas besoin de ça. Et en vrai, moi, je trouve que c'est très encourageant et que c'est très positif de se rendre compte de ça. Et ça me fait plaisir d'avoir des anecdotes comme la tienne, d'élèves qui viennent et qui très très simplement te parlent de leur demande, du prochain mariage entre tonton et un tel, et qui en parlent avec le même naturel que si c'était des modèles hétéronormatifs, quoi. Je trouve ça génial, moi. Et voilà. En fait, de toute façon, ils vont se socialiser, quoi qu'il en soit. Et à la limite, c'est presque à nous, ayant été socialisés dans un contexte différent, de nous mettre à ça. Parce que, bon, quand nous, on était à l'école, quand tu avais un enfant qui avait des parents divorcés, ça pouvait être, bon, ça dépend si on est dans une petite ville de province, par exemple, ça pouvait être quelque chose de stigmatisant pour cet enfant-là. Aujourd'hui, en tant que prof, savoir qu'il faut contacter le papa et la maman, ou les deux mamans ou les deux papas aussi. Bon, c'est devenu normal. De toute façon, on sait que, par exemple, les bulletins, on va les envoyer à tout le monde comme ça, par défaut, on est sûr qu'il n'y a aucun souci. C'est un bon exemple, c'est un nouveau modèle familial qui a éclos il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais. Et chez les enfants, c'est totalement normal. Et comme ils se fréquentent les uns les autres, et ah oui, toi, enfin, je sais pas quels sont leurs échanges, hein, je voudrais pas mimer quelque chose de ridicule non plus, mais ils savent que leur camarade, ah oui, ben, il a deux mamans ou ses parents sont divorcés, c'est devenu quelque chose de normal. Le seul problème, c'est qu'ils font, non mais madame, en fait, j'ai oublié mon devoir parce que j'étais chez mon père ce week-end, là je suis chez ma mère et du coup, je peux pas vous donner mon devoir à la maison parce que... Bah, quand t'as pas de chien, tu t'adaptes. Le nombre hein. de fois. Non, mais ça change du chien qui a mangé mon devoir. Voilà. Par contre, il y a des normalités éventuellement toxiques sur lesquelles il faut poser un correctif, quoi. Parce qu'ils vont être socialisés via la vidéo. Et donc, en ce qui concerne les pratiques sexuelles, alors malheureusement, on peut pas. Enfin, malheureusement ou heureusement, en tout cas, c'est comme ça. On ne peut pas l'aborder de façon explicite avant le collège, hein, par principe, par texte. Mais c'est une chose qu'il faut déconstruire aussi sur un seul type de relations sexuelles, d'une seule manière. Et voilà. Alors, je vais me faire l'avocat du diable parce qu'il faut bien que quelqu'un s'y colle. Alors, est-ce que vous avez déjà été confronté? Et si oui, qu'est-ce que vous répondez à celles et ceux qui vous diraient que vous faites entrer l'idéologie woke au collège et au lycée et ailleurs? Le lobby LGBT. Alors déjà, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé d'orientation sexuelle. Il faudra qu'on parle aussi d'autres choses après, parce qu'il n'y a pas que ça. Hein, c'est pas que ça. J'ai commencé à parler du genre dans ma pratique du chant aussi. Hein. Ça, j'en parlerai un peu. C'est intéressant. Oui. Déjà, en soi, bon,
est-ce que je commence par l'anecdote ou j'explique? Oui, on va commencer par l'anecdote. Donc bon, il y a des anecdotes très positives comme ce que j'ai raconté avant. J'ai des anecdotes plus négatives puisque malgré le fait de sensibiliser les élèves à différentes comment dire, sexualité, orientation, genre, peu importe, on peut avoir des cas d'élèves qui expriment plus ou moins directement des avis qui sont pas en adéquation avec nos valeurs à nous. Moi, j'ai eu le cas d'un élève qui était transphobe, clairement. C'est pas face à moi qu'il l'a exprimé, c'est avec ses camarades qui ont été très embêtés. Et en fait, nous, en tant que professeurs, on donne des informations, on donne des faits à nos élèves, comme on donne en cours d'histoire, par exemple, des informations sur les discriminations pendant la Seconde Guerre mondiale. Je donne toujours cet exemple-là parce que c'est quand même celui qui résonne le plus pour les gens. Mais si l'élève, ensuite, il a quand même des... Mesdames et messieurs, nous invitons les personnes qui ont écrit leur nom sur un petit papier à rejoindre la salle principale pour un tirage au sort. Merci. C'est-à-dire, dans ma vie, j'ai déjà écrit mon nom sur des petits papiers. Je fais quoi? Il est hyper vague, cette annonce. Moi, c'est quelqu'un qui a écrit mon nom sur un petit papier ce matin. Alors du coup, j'y vais ou c'est la personne qui y va? Comment ça se passe? Si on a écrit le nom d'un autre. Bon, bref. Voilà. Donc, les élèves peuvent continuer. On peut très bien avoir des élèves qui soient à avoir des propos xénophobes, à avoir des propos transphobes ou homophobes. Alors, nous, à partir du moment où on les entend en direct, on est censé intervenir dans le sens où on a ce devoir de représentation des valeurs de la République. Voilà, représentation des valeurs de la République, qui fait qu'on peut pas laisser les élèves avoir des propos discriminants envers leurs camarades ou envers nous, quand on est concerné. Mais on peut pas non plus faire la police de la pensée et exiger qu'ils aient les mêmes valeurs que nous. On leur donne des clés, on leur donne des faits, en fait, des faits scientifiques, des faits historiques. Et après, malheureusement, ce seront à eux de faire la réflexion. Voilà. On peut juste pas accepter d'eux qu'ils aient une attitude discriminante envers leurs camarades ou d'autres personnes. Voilà. Donc la pensée woke, c'est ça? Ah oui, oui. Bon, c'est un terme qui est ennuyeux parce qu'on ne sait pas trop ce qu'il désigne au niveau de sa définition, si seulement elle était claire. C'est un petit peu comme quand on parle d'islamo-gauchisme, en fait. On pourrait parler dessus, s'exprimer dessus, s'il y avait une définition à peu près claire. La seule définition qui corresponde vraiment, c'est effectivement le réveil des minorités effectivement noires américaines face aux violences policières. Hein. Et ça date des années 70 ou 80, quelque chose comme 60. ça. 60 ouais. Avant. Avec la ségrégation raciale et la fin de la ségrégation entre 63 et 69, c'était quand même très très dur. Pour le coup, ça c'est ma spécialité. Donc je suis pas du tout expert, contrairement à toi, de cette histoire-là. Mais je m'explique mal comment ça aboutit aujourd'hui à désigner tout un ensemble de choses, y compris effectivement, on pourrait penser que la pensée anti-woke est une pensée anti-tolérante aussi des fois. Il y a aussi mais ça, c'est pas à nous de le décider en fait. Ouais, je sais pas. Juste nous, on doit juste continuer à faire en sorte que notre école soit l'école de la République en fait. Voilà. Et oui, t'as vu, c'est beau. J'ai pas dit la pensée woke, j'ai dit la pensée anti-woke. Hein. Peu importe, l'une comme l'autre. En fait, nous on n'a pas. Nous avons un devoir de neutralité en tant que professeur. Alors, à savoir que en plus, donc Vled enseigne en dehors du contexte scolaire. Philippe, il me semble que tu enseignes dans le contexte public. Oui. Et j'enseigne dans le contexte privé catholique. Voilà. Donc, et oui, et je parle quand même des émeutes de Stonewall. Donc voilà. Mais effectivement, on est dans 3 univers différents, mais le point commun, du moins quand on est dans le milieu scolaire, c'est que privé ou public, on doit permettre à nos élèves d'être dans une école de la République qui protège les droits de chacun et chacune et les valeurs qui sont associées à notre beau pays plein de liberté. Il n'y a pas de neutralité. Hein. Non, il n'y a pas de neutralité. On a un devoir de neutralité. Neutralité politique et religieuse.
Oui, on on défend défend des valeurs. enfin des valeurs, les valeurs, oui, éthiques. Non, mais je veux déjà, dire par et rapport au fait que, par exemple, si moi, mon élève, il est transphobe et je suis pas d'accord avec ça, en fait, ou par exemple, ah oui, oui, l'autre anecdote, c'est que j'avais une élève en plus de 6e qui venait avec un polo de la manif pour tous. Alors, là, je suis très embêtée. Alors, en plus, j'ai dû en discuter avec mon directeur parce que le problème, c'est que la manif pour tous est associée à des idées politiques. Et est-ce que j'ai le droit de laisser un élève venir avec un vêtement où il affiche une appartenance politique? Donc non. Mais en même temps, bah non. T-shirt justement. de Che, non, Ouais. ça passe. Voilà, si c'était juste une association comme ça, bah en fait, elle a le droit. C'est si elle venait avec un polo d'une association, je sais pas, peu importe. Mais dès qu'il y a une valeur politique, ça devient complexe. Et le problème, c'est que cette manif, elle est un peu entre les deux. Donc moi, j'avais été très embêtée à ce moment-là. Mais à partir de là, j'ai pas à venir dire aux élèves ou aux parents ce qu'ils doivent penser, en fait. C'est vrai que moi, en ce qui me concerne, c'est beaucoup plus simple dans la mesure où je travaille en solo. Je ne travaille pas dans le cadre d'une structure, je ne représente que moi-même. Donc en fait, légalement, j'ai le droit. J'ai tout à fait le droit de transmettre des valeurs qui sont les miennes. Et j'ai même envie de dire que dans le cadre d'une pratique comme ça en privé, surtout d'une pratique artistique, puisque ce que j'enseigne le plus, pas seulement, mais ce que j'enseigne le plus, c'est là où j'ai le plus l'occasion d'en parler, c'est une discipline artistique, c'est le chant, c'est la musique. Là, le fait d'avoir des affinités avec la personne qui nous donne des cours, avec la personne qui nous enseigne, ça aide beaucoup. Et je sais que de manière totalement inattendue, dans ma pratique du chant, les questions d'identité se sont très très vite posées parce que je me suis vite rendu compte que moi, c'est pas tellement des questions qui me touchent et je chante un peu n'importe comment, mais il y a certaines techniques vocales qui sont associées à des voix masculines et certaines techniques vocales qui sont associées à des voix féminines. Chant saturé égale chant masculin, par exemple, vous savez, les chants de métal. Chant saturé égale chant masculin. C'est totalement faux. Le chant saturé, ça peut être plusieurs types d'éléments de l'appareil phonatoire, ça peut être les bandes ventriculaires, ça peut être les arythénoïdes, plein de trucs. Je veux dire, même sans rentrer dans des notions de genre, le larynx, peu importe la composition chromosomique, peu importe comment on est, le larynx, il est pareil chez tout le monde. Alors, si on a une production de testostérone, le larynx va grossir. C'est ce qui va faire que les personnes qui produisent de la testostérone ont un larynx plus gros. Et par conséquent, plus de testostérone, puisque tout le monde en produit. Une voix plus grave, oui, qui produisent plus de testostérone. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle les hommes trans qui prennent de la testostérone ont la voix qui naturellement va baisser, ce qui n'est pas le cas des femmes trans qui n'ont pas pris de bloqueurs d'hormones lors de leur puberté, merci. Puberté, non, pas transition justement, parce que la transition vocale des femmes trans se fait par éducation normalement orthophonique. Le problème, c'est que comme notre société n'est absolument pas trans-friendly, les orthophonistes sont rarement formés pour aider les femmes trans à travailler leur voix. Et très souvent, du coup, comme le fait que je sois très trans-friendly et que je sois professionnel de la voix est arrivé aux oreilles de certaines personnes trans, et j'ai pas mal de femmes trans qui viennent me voir pour me dire, écoute, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'aider avec ma voix pour essayer de travailler à ma féminisation vocale? Et au début, pour moi, c'était gros cas de conscience parce que je suis professionnel de la voix, certes, mais professionnel du chant, je suis orthophoniste. Mais du coup, je me suis formé parce qu'il y a une pénurie par rapport à ça. Et parce que justement, et là du coup on reclipse un petit peu avec le cadre. C'est l'éducation, c'est pas uniquement dans le scolaire, c'est dans le cadre de société. Voilà. Donc, il manque de formation alors je sais pas comment le dire, aux voix trans, aux voix féminines, aux voix de femmes trans, oui. Voilà. Il y a un manque d'éducation, c'est ça. Et normalement, les hommes trans devraient avoir un suivi aussi, parce que le fait d'avoir la voix qui change aussi vite, ça peut engendrer certains problèmes, de phonation qui peuvent aller jusqu'à des nodules, enfin c'est très compliqué. Mais la plupart des orthophonistes ne sont pas formés à ça, ce qui fait que du coup il y a une démission et il y a énormément de personnes trans qui sont dans une solitude parce que justement dans leur contexte éducatif, on ne les a pas exposés à ces problématiques-là. Donc là, effectivement, on revient à l'éducation telle qu'elle est faite à l'échelle sociétale et c'est un vrai problème. Et du coup, c'est moi, en tant qu'indépendant, qui me retrouve à devoir prendre le relais
en fait, d'un métier qui n'est pas supposé être le mien, quoi. Et et du coup, j'essaye de plus en plus, dès qu'il y a des personnes trans qui viennent me voir, de les encourager à aller voir des orthophonistes, même si ces orthophonistes ne sont pas formés. Et comme ça, très très souvent, je suis en contact avec l'orthophoniste, on discute, on en parle, on met en place des parcours de soins ensemble, des parcours éducatifs ensemble. Et je sais qu'il y a certains et certaines orthophonistes avec lesquels j'ai travaillé qui, du coup, se sont dit « Merde, effectivement, il y a un manque » et qui se sont inscrits à des stages, à des ateliers de formation pour se former à ces problématiques-là, en se rendant bien compte que, putain, mais oui, il y a un véritable manque dans la pratique orthophonique à ce niveau-là. Donc, donc, je me suis retrouvé à parler de voix qui dépassent le champ à cause de ça. Et j'espère que, du coup, de plus en plus d'orthophonistes vont s'y mettre. Et là où, effectivement, l'éducation à la sexualité et au genre dans la société pose aussi souci, c'est pas uniquement par rapport au genre, tout ça, c'est aussi par rapport à la perception de certains groupes de personnes. Typiquement, la sexualité des personnes âgées, déjà, on en a parlé, et des personnes handicapées. Et du coup, je vais raccrocher, par exemple, savoir est-ce que on pose un stérilet à une personne en fauteuil roulant comme on le ferait à une personne valide. Madame le médecin? Oui. Non, en Merci. fait, pour rebondir, c'est vrai que, alors là, j'ajoute mon petit grain de sel médical. Les personnes handicapées ont une sexualité, les personnes handicapées mentales ont une sexualité, les personnes âgées ont une sexualité. Pas plus tard que le mois dernier, on a un patient de 92 ans dans le service de gériatrie qui nous a dit quand même, ça craint, il y a que des vieilles ici, je peux pas draguer. Véridique. C'est des sexualités qui sont complètement occultées en fait dans notre système avec ce que tu disais, une invisibilisation totale et pas que, et d'un point de vue sociétal et également forcément, Mevled le disait, d'un point de vue médical, parce que la contraception des personnes, notamment des femmes atteintes de trisomie, bien qu'il y ait des troubles de la fertilité, les femmes atteintes de trisomie n'ont quasiment jamais de contraception parce que les médecins ne pensent même pas au fait qu'elles puissent peut-être avoir des relations sexuelles. Bizarre cette idée. Et d'ailleurs, bon, je fais une petite pub parce que je lui avais dit que je le ferais. J'ai une amie qui s'appelle Laïta qui a un podcast qui est génial, qui s'appelle Murmure d'enceinte. Donc Laïta est une personne handicapée moteur et psy. Et elle a créé un podcast qui parle en particulier de la grossesse et aussi un site internet qui s'appelle Grossesse... mince, j'ai perdu le titre. Grossesse imprévue. Et donc qui recense beaucoup de grossesses aux imprévues au pluriel. Grossesses aux imprévues, pardon. Qui recense beaucoup d'informations sur que faire lorsque on est enceinte et que c'est pas prévu. Si on souhaite garder l'enfant, ne pas le garder, le donner à l'adoption, avorter. Quelles ressources on a lorsqu'on est handicapé, lorsqu'on est migrante, etc., etc. Donc le site, à l'heure actuelle, je crois, est en français et en anglais, et donc elle recherche également des personnes pour traduire dans d'autres langues. Et donc ce podcast est très intéressant. Alors il n'y a pas encore beaucoup d'épisodes, mais elle a fait déjà 2 épisodes sur la question du handicap et de la sexualité. Et donc elle a un ami médecin qui vient, alors il n'a pas du tout le même âge que toi, donc il n'a pas eu la même formation, et donc qui vient parler justement de la formation des médecins face à la contraception des personnes handicapées, soit mentales, soit physiques, et le vide qu'il y a à ce niveau-là, puisque les personnes handicapées sont entre guillemets désexualisées, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas avoir de sexualité. Au contraire, on voit d'autres choses, comme par exemple les femmes lesbiennes sont sursexualisées puisqu'elles sont moteurs de désir, en particulier pour les hommes hétérosexuels. On a les personnes âgées qui sont également asexué pour la population. À partir du moment où vous commencez à être un petit peu âgé, vous n'avez plus de sexualité, comme tu disais, hein. C'est bien connu. Voilà. Et il y a... Je parle trop. Pardon. Mais tu m'interromps, du coup. Bref. Donc voilà. Donc, allez écouter ce podcast, c'est super intéressant. Et je vais passer la parole à mes collègues, vu que... Voilà. C'est l'heure des questions. C'est pour ça que tu parles trop. J'imagine qu'il y a pas mal de questions. Oui, voilà. Comme c'est moi qui ai le micro, c'est moi qui commence. Je ne peux pas pouvoir parler plus. Voilà. Il nous faut 3 heures de conf minimum. Oui. J'ai même pas tout dit sur le genre et la voix. Mais personne n'a tout dit.
J'ai vraiment prévu une vidéo là-dessus parce que c'est un gros dossier, le genre et la voix. On se rend pas compte à quel point il y a des injonctions sur l'utilisation de la voix dans le genre. T'as vu le nombre de questions? Non, juste, j'ai une question très rapide à type d'anecdote, surtout pour Philippe, qui ne m'écoute pas. J'ai fait un peu d'éducation à la sexualité dans mon ancien collège où une des professeurs un peu coincée du cul, on dit ça comme ça, a pas trop apprécié que je passe une vidéo expliquant que tout le monde se branlait et que c'était normal. Est-ce que tu as déjà été confronté à ce genre de réaction de la part des collègues qui trouvaient que c'était pas normal de pervertir ainsi la jeunesse? Ça dépend des matières, je pense. Ça dépend on a une culture qui est propre à chaque matière. Nous, la plupart du temps, entre collègues de SVT, on n'a pas trop de tabous. D'ailleurs, des fois, on a des conversations à la cantine, on voit les yeux ronds. Voilà. Oui. Donc, j'imagine que c'est comme pour vous en médecine, si vous mettez à parler, voilà, de votre pratique à la cantine et que vous êtes à côté de personnes qui sont dans autre chose, ça pose un problème. Maintenant, c'est très bien que tu fasses la référence. Il y a quelque chose qui est très précieux pour nous, qui amène à la fois d'autres compétences et aussi une écoute différente de la part des élèves. Parce que nous, on a alors non seulement une délégation d'autorité parentale de droit, mais on l'a aussi dans la tête des enfants. C'est-à-dire que s'exprimer spontanément sur les questions de sexualité, que ce soit les questions de préférence sexuelle ou les questions de développement sexuel et de genre, hein, c'est difficile pour eux, quoi. Ils ont l'impression de parler à papa, à maman, quelqu'un de trop propre, de trop proche, quoi. Donc le mieux, hein, c'est effectivement de faire appel à des intervenants. Alors ça, par contre, je pense même que c'est là que va passer, c'est par le parascolaire que va passer l'essentiel de l'éducation à la sexualité sur les points les plus chauds, les plus difficiles. Ouais, marrant, donc le planning familial classique, très important, et la place incroyablement importante de l'infirmière ou l'infirmier scolaire et des médecins scolaires aussi. Oui, alors, on n'a pas le droit de critiquer, mais on manque clairement de moyens. Venez manifester avec nous pour qu'on ait beaucoup plus d'infirmières scolaires, pour qu'elles aient beaucoup plus de temps dans un établissement et pas sur 3 établissements comme mon infirmière scolaire à moi. Puis je suis vraiment désolé, mais je vais redonner la parole à Pauline parce que tu m'as raconté une anecdote quand même qui m'a foutu sur le cul, mais des personnes de la Manif pour tous qui sont venues dans ton école pour s'occuper de la... Pas de la Manif pour tous, c'était des personnes qui étaient d'une association qui avait financé la Manif pour tous. Et c'est eux qui se sont chargés justement de l'intervention sur l'éducation sexuelle dans une voilà. Amour et amitié. Voilà. Et voilà. Mais vu que j'ai des élèves qui sont très sensibilisés, alors c'est vrai qu'on est un établissement privé catholique, mais on est un établissement de centre-ville avec des élèves très très au fait. Et elle est en train de me retirer le micro. Et du coup, c'est eux-mêmes en fait qui sont intervenus en fait face au discours qui pouvait être un petit peu moyen de la part des intervenantes. Parce que du coup, c'était 2 femmes. Ouais, on les a bien dressées. Moi, j'ai une petite question. Dès qu'on parle d'éducation à la sexualité, on parle de prévention, on parle de genre, d'orientation sexuelle et ainsi de suite. Et justement, ça a été à peine abordé, mais la notion de plaisir, d'amour, est-ce qu'il est aussi au programme? Oui. C'est-à-dire que, quand vous disiez normaliser les orientations sexuelles, normaliser le genre, est-ce que normaliser aussi le fait que ça soit une source de plaisir? Malheureusement, il y a des choses qui sont affreuses à travers la sexualité, mais il y a aussi, heureusement, beaucoup de choses parfaitement merveilleuses. Et est-ce que c'est abordé aussi au cours de l'éducation nationale? J'ai coupé ton micro. C'est bon. Mais Nick. Tant de violence. C'est pas dit, hein. Alors. Prends le relais, j'ai besoin de me reposer. Bon, alors sur ces histoires, non, c'est vrai que c'est compliqué ça, parce que donc il va être question de sensibilité. Je suis tout à fait d'accord. C'est vrai que ça serait spontanément, quand on va parler d'aspects fonctionnels, voire médicaux, on va être relativement froid. C'est ça qui passe le mieux, qui est le plus facile à faire passer, en tout cas pour les professeurs de SVT, parce qu'on veut d'abord être efficace et que c'est vrai que
l'aspect prévention reste un aspect vraiment primordial. Enfin, chez certaines populations, vraiment, ils ont par la famille ou par leur entourage aucune connaissance, quoi. Ils sont capables de sortir des énormités sur ce qu'ils pensent être, par exemple, un rapport fécondant dans une relation hétérosexuelle, ou, enfin bref, voilà. Il y a des histoires qui se passent aux urgences des fois de contraception partagée, par exemple, où monsieur et madame dans un couple hétéro prennent tous les deux la pilule parce que, en même temps, c'est une bonne conception de l'égalité. Mais Alors, voilà. Bon, bref, donc ça, c'est notre priorité, c'est sûr. Après ça, je sais pas si on en a parlé un moment, mais il y a 3 heures annuelles. Tu l'avais dit au début, ouais. Donc, ça se fait ou ça se fait pas. Le minimum. Oui, par le texte, mais est-ce que c'est organisé ou pas? Qui le vérifie? Personne. Il n'y a pas d'évaluation là-dessus. Quand tu as un truc qui n'est pas évolué dans l'éducation, tu penses bien que ça peut vite passer à la trappe. Et donc là-dessus, voilà, techniquement, en seconde, il y a quelque chose sur le plaisir. Voilà. Mais avec un aspect au départ essentiellement neurologique. Et ensuite, sur les aspects sentimentaux, l'attachement, l'amour, moi, j'ai jamais fait. Alors, le truc, c'est que très souvent, on circonscrit l'enseignement à la sexualité et aux différentes identités, aux disciplines biologiques et sciences nat dans les écoles, mais il n'y a pas que ça. Et tu as commencé à aborder la question. L'un des vrais problèmes aussi, et ça, tu pourras intervenir parce que, pareil, on en a parlé tout à l'heure, mais c'est que très souvent dans les disciplines de sciences humaines, pour utiliser ce terme, parce que malheureusement pour l'instant, de sciences sociales, disons plutôt, très souvent on va parler de problématiques qui vont être liées à l'oppression, qui vont être liées aux luttes. C'est très difficile pour l'instant de trouver des prétextes pour parler aussi du plaisir, de l'amour, de la sensualité, de toutes ces choses-là. Et notamment, quand on va parler du genre ou de la sexualité de beaucoup d'auteurs, ça va être pour des choses un petit peu sulfureuses. Et par exemple, on va reprendre l'exemple qu'on a abordé, Colette. Colette, qui est une icône lesbienne fantastique, qui a écrit des livres qui sont des plaidoyers pour le lesbianisme, des ouvrages de célébration absolument magnifiques. On parle que des Blés en herbe, qui est une œuvre hétérosexuelle. Mais pourquoi ? Son œuvre dans son entier, c'est une célébration de ce que c'est qu'être queer, et on ne parle que des Blés en herbe. Ça m'en fout. Oui, ou alors on va parler de Rimbaud et Verlaine, qui ont une relation qui était éminemment toxique. Et on va très peu parler, en fait, malheureusement pour l'instant, de relations qui vont être plus saines, qui vont justement rappeler que être queer, ça peut aussi être une célébration de l'amour, de la même manière qu'on va parler des grands ouvrages d'amour qui ont jalonné l'histoire de l'art. On parle très peu des grands ouvrages d'amour qui ont jalonné l'histoire de l'art queer. C'est très dommage. Et peut-être que ça serait une piste, s'interroger sur ce que c'est que l'art queer et introduire véritablement ce que c'est que le queer dans les écoles. Donc queer, en gros, je vais bien résumer ça en ce qui n'est pas si c'est hétéronormatif. Donc peut-être introduire l'art queer dans les écoles, ça pourrait être cool. Et d'aucuns dira que c'est un projet politique. Bon, on est bloqué si on s'arrête à ça. D'autres questions? Alors, il va falloir venir, en fait. Ah, oui. Non, il y a une annonce. C'était très intéressant. Allô, oui. Bonjour. Il a une question? Bonjour. Une conférence est rajoutée à 18h sur les fake news sur les réseaux sociaux avec Vincent Flibustier et moi-même. N'hésitez pas à venir, il y a des sucettes et des chocolats. Arrêtez de rajouter des trucs à des Sucettes. Si est obligé de passer par les confiseries pour faire venir des gens, c'est pas très intéressant. Alors que moi, je vous propose que la science.
C'est bon? Oui. Alors, du coup, j'avais plusieurs questions par rapport à tout ce qui était biologie. Donc, j'en profite, qui est aussi une médecin. Pour les personnes intersexes, alors, non. Pour la différence de genre, vous n'avez pas parlé des personnes intersexes et aussi pour la différence entre hommes et femmes. C'est vrai que vous avez parlé de personnes où on peut vraiment dire soit c'est un homme, soit c'est une femme. Et pour les stéréotypes de genre, il y a des femmes qui peuvent porter la barbe. Voilà. Et donc pour les personnes intersexes aussi, il y a les violences médicales, c'est-à-dire que quand on a un bébé intersexe, alors je sais pas si c'est toujours le cas, mais il y a encore des médecins qui demandent aux parents de faire un choix. Et pour la deuxième chose aussi, donc en termes d'école, je sais pas si pour les personnes trans, pour tout ce qui est pour genre, si vous utilisez les pronoms yel ou en anglais le pronom they. Et pour continuer sur l'éducation au consentement, c'est avant le collège. Donc vous avez dit qu'il n'y avait pas d'éducation d'éducation sexuelle avant le collège. Est-ce que le consentement pourrait en faire partie, parce que du coup ça ferait partie d'une continuité? On n'est pas obligé de parler de sexe quand on parle de consentement, par exemple ne pas demander à ce qu'on nous touche ou qu'on nous demande pas de parler de vie privée. Ouais, mais très juste, très juste. Ah ouais, mais très importante, ouais, merci. Le consentement fait partie des programmes. Il est abordé dès la primaire. Bon, théoriquement, même en maternelle, c'est abordé. Enfin, je dis primaire, élémentaire. En élémentaire, c'est abordé, ça c'est certain. En maternelle, ça dépend des enseignants. Je réponds pour la question sur l'anglais. Dans les pays anglo-saxons, le they est utilisé depuis très très longtemps au singulier. They are, quand on n'a pas le genre de la personne, ça fait très longtemps. Donc oui, moi je l'utilise en cours. Depuis en particulier que j'ai une élève qui m'a posé la question. Oui, mais quand on sait pas si c'est un garçon ou une fille, on dit comment? Et ce jour-là, j'étais en mode eh ben écoute, je vais me renseigner. Et je me suis renseignée auprès d'un YouTuber britannique et qui m'a répondu oui non mais en fait nous ça fait très très longtemps que le pronom neutre au singulier, le they, ça fait très très longtemps qu'il est utilisé. Ne serait-ce qu'en anglais, si on parle d'une personne par rapport à sa position dans une entreprise, le CEO par exemple, PDG, et que vous ne savez pas quel est son genre, naturellement les personnes vont dire they. Voilà, donc ça c'était pour l'anglais. Pour les personnes intersexes, je vais laisser Fantine et Philippe répondre du coup. Moi, j'ai pas besoin de l'utiliser en cours, Yel, parce que je suis en anglais, tout simplement. Oui, je sais pas. Toi, tu l'utilises le pronom Yel ou pas? Moi, je l'utilise à titre privé, mais en classe, j'ai pas besoin de l'utiliser. Je sais que je valorise très souvent les... Celui-là fonctionne. J'aime beaucoup l'épicène. J'aime beaucoup l'épicène qui a l'avantage d'être une manière neutre de parler, mais qui ne choquerait pas les personnes qui le prendraient mal. Et du coup, ça permet de leur montrer que, mais oui, en fait, on n'est pas obligé d'inclure le genre dans notre discours. Et une fois que j'ai commencé par mettre ça, et en plus, il existe, le neutre, et que j'essaye d'utiliser de plus en plus dans ma pratique de la vulgarisation, justement, parce que la plupart des personnes qui viennent sur ma chaîne ne viennent pas pour ce sujet-là. Et j'estime que aussi, il faut sortir les problématiques de genre, les problématiques d'identité, les problématiques de sexualité des seules chaînes et des seules initiatives de vulgarisation qui se focalisent là-dessus, parce que c'est dans la société dans son entier. Et donc, je pense que c'est important que même moi, en tant que vulgarisateur scientifique, je montre qu'il faut en parler. Donc ouais, ça m'arrive très très souvent d'utiliser l'inclusif. Mais souvent, c'est vrai que je commence par aborder l'épicène. C'est ma première approximation, souvent. Ou la double flexion. Double flexion, c'est de dire il et elle, mesdames et messieurs, nous toutes et tous, etc. Bonjour camarades. L'épicène, c'est les mots neutres. Il y en a plein dans la langue française qu'on ne pense pas utiliser. Adelphes, frères et sœurs, Adelphes. Oui, c'est le siblings anglais. Il y a énormément de termes, parfois peut-être un peu inusités, mais peut-être du coup qu'il faudrait les ramener au goût du jour. L'épicène, c'est quelque chose qui existe en français depuis très très longtemps, et cette espèce de focalisation qu'on a eue sur le genre, l'air de rien, c'est assez récent en fait, dans l'histoire.
Donc, on a une langue qui est genrée, c'est sûr, mais elle pourrait l'être beaucoup moins que telle qu'on la pratique actuellement, et je pense que c'est important de se mettre à le faire. Pour les métiers, maintenant, je passe par les termes inclusifs. Ouais. Et du coup, tu avais quelque chose à ajouter là-dessus. Voilà, je pense que c'est effectivement important de pas parce que dans les détracteurs de la défense de l'inclusivité dans notre façon d'exprimer, justement, on retrouve ça à reprocher. Dire ah oui, Yel, voilà, ça vient presque comme une caricature de ce qu'est s'exprimer de façon inclusive. On peut le faire de multiples manières. Personnellement, tout dépendra du contexte. Je ne resigne pas à utiliser effectivement du toast ou autre dans de la correspondance avec des personnes pour lesquelles je sais que ça passera. Maintenant, en termes institutionnels, on ne le voit pas. Et dans les documents administratifs, parfois, on le verra à certains niveaux universitaires, à ma connaissance. Donc, du coup, je préfère effectivement faire de l'inclusif, mais d'une autre manière. Par exemple, effectivement, autrefois, j'utilisais homme avec un H majuscule pour parler de notre espèce. Maintenant, c'est les humains. Et il n'y a que des humains. Et voilà, ça va être tout le monde. La question des intersexes, je réponds très rapidement parce que c'est hyper complexe et j'ai pas les compétences nécessaires pour. La question intersexe en fait, donc 1% des naissances sont des naissances intersexes, donc c'est quelque chose de fréquent en fait. Hein. Là, je sais pas combien on est dans la salle, statistiquement, il y en a au moins un demi. Ne vous découpez pas, s'il vous plaît. Donc intersexe, ça veut juste dire que donc les quatre déterminants du sexe sont pas congruents. Donc on peut avoir par exemple des maladies génétiques, le syndrome de Turner, donc X0 au niveau du karyotype, ou le Klinefelter XXY. Voilà, donc des gènes qui déconnent, ou alors une imprégnation en hormones qui est pas congruente par rapport au reste des caractéristiques du sexe. Donc, ça, alors le syndrome de Klinefelter, et on parle de syndrome de Klinefelter et on parle de maladie de Turner ou syndrome de... tu mets le doute. Je sais plus comment je l'ai appris, mais ouais. Ouais, donc juste pour en gros comment on s'occupe entre guillemets, c'est terrible à dire. Comment on gère en fait ces naissances là où on a parfois physiquement, c'est-à-dire que quand le bébé arrive, on voit qu'il y a des gonades et une vulve, enfin des testicules et une vulve, ou alors un pénis et pas de testicules. C'est des intersexes. Comment on gère ça en France? On a l'habitude malheureusement le plus souvent d'en faire des femelles. Enfin, d'en faire des femmes en fait, en disant on coupe ce qui dépasse et puis on mettra des hormones et puis ça se démerdera bien. Dans d'autres pays, ils n'ont pas du tout cette culture-là, notamment en Suisse, ils ont tendance à attendre la puberté et attendre que l'enfant, que le futur ado ait l'âge de choisir un sexe biologique, puisque du coup là il reste intersexe jusqu'à un âge où il est capable de choisir s'il souhaite rester intersexe ou s'il souhaite une opération, s'il souhaite un traitement hormonal, et ça se discute en congruence entre les médecins spécialistes, les parents et l'enfant. Mais par contre en France, effectivement, on a encore beaucoup cette culture du coup de bistouri facile, quoi. Pour ce qui est de l'aspect scolaire de cet enseignement, il est pratiqué, mais encore une fois, c'est assez tardif puisque ça demande une compréhension assez complexe des déterminants physiologiques et génétiques là-dessus. Donc les syndromes exposés par Fantine sont ceux effectivement qu'on enseigne, particulièrement. Et donc ça se fait à partir de la seconde. Et c'est intéressant à faire puisque ça permet de poser sur des bases physiques et physiologiques la nécessité d'être amené à parler et distinguer la notion de sexe et celle de genre, et de dire que certes, s'il existe une règle statistique selon laquelle effectivement il n'y aura pas la plupart du temps d'ambiguïté sexuelle au sein de la population, on va avoir assez clairement un pôle mâle et un pôle femelle, il existe une diversité, il existe un dégradé. Voilà. Il y a des ressources, d'ailleurs, puisqu'on parlait de ressources là-dessus, qui sont très bien utilisables par les parents aussi. C'est pour ça que j'en parlais, qui s'appelle Mathilda, qui est surtout sur l'égalité homme-femme, mais sur laquelle il y a quelques petites vidéos. Et ils passent par la physiologie eux aussi, parce que ça permet
effectivement de décomplexer, de dire on ne fait pas d'idéologie, puisque effectivement la nature ne dit pas qu'il y a 100% mâle, 100% femelle, déterminé comme ça, et toute une gradation. Ça ne veut pas dire non plus que la notion de mâle et de femelle ne veut rien dire non plus, elle veut dire aussi quelque chose. Il y a des pôles avec une gradation. Voilà. On est une espèce dans l'ensemble dimorphique, certes, mais comme énormément de choses, il y a des bords flous. Les bords flous, de toute façon, c'est quelque chose qu'il faut accepter dans la vie. Malheureusement, on a un cerveau qui fonctionne par cases, des cases avec des bords bien définis, mais dans la vraie vie, il n'y a pas de cases avec des bords bien définis. Dans la vie, tout n'est que bord flou, tout n'est que spectre, et tout n'est que... Voilà. Non, on n'aime pas trop les fantômes, mais j'aime bien les spectres quand même. On va prendre une dernière question. Je conclue juste en disant qu'il y a aussi des intersexes chez d'autres animaux. Hein. On n'est pas les seuls. Hein. Mademoiselle. La conférence sur les fake news sur les réseaux sociaux aura lieu dans une salle ellipse, parce que certains ont mal compris, salle ellipse. Salle ellipse, 18h, dans 10 minutes sur les fake news sur les réseaux sociaux. Je le Ah oui, c'est trop bien. Oui, donc ma fille rentre au collège l'année prochaine et donc bon, on a commencé à travailler sur les notions de sexualité et tout pour la préparer pour l'année prochaine. Et en fait, moi, je me souviens de mes cours d'éducation sexuelle. Bon, ça remonte, hein, mais je me souviens de mes cours d'éducation sexuelle au collège. Il y en avait qui étaient faits par donc les profs de SVT qui nous présentaient en fait des moyens de contraception qui étaient un peu obsolètes, pas pratiques, genre les éponges, les diaphragmes, les trucs comme ça. Voilà. Et ouais. Et aussi, on avait des cours en fait qui étaient sponsorisés par des marques de tampons, serviettes, etc., où tout le collège était présent. Et ça entraînait en fait des moments de gênance intense. Donc, parce que parler de sexualité dans des conditions où on n'est pas dans des petits comités, où les professeurs en fait ont tendance à expédier ça parce que grosso modo c'est le passage obligé de l'année, machin, etc. Donc là, apparemment, ça a changé, c'est cool. La question, c'est quelle est votre latitude par rapport à ça ? Est-ce que vous pouvez adapter ? Est-ce que vous recrachez le discours de l'éducation nationale qui vous est... Enfin, j'imagine que ça doit dépendre des professeurs, mais quelle est votre latitude par rapport à ça ? Comment ça se fait aujourd'hui ? Voilà. Et surtout, 3 heures, ça paraît peu. S'ils ont des questions en fait plus tard, comment ils font ? Vers qui ils peuvent se tourner ? Voilà. Qui est tout. La latitude là-dessus, c'est d'abord celle de l'établissement. En principe, il y a un comité qui s'appelle au lycée le CESC, CESC, je ne sais plus ce que ça veut dire. Mais ça s'appelle le CESC, vraiment. Je savais que ça vous plairait. Bref, et donc il doit y avoir en principe un projet là-dessus. Et ces 3 fameuses heures, elles doivent être prévues là-dedans. Or, c'est super rarement le cas, quoi. Hein. Et on doit en discuter en conseil pédagogique, on doit en discuter en conseil d'administration. Donc les parents et leurs délégués doivent être au courant. Dans le meilleur des mondes, ça se passe comme ça. Or, c'est rarissimement comme ça. Donc ça revient à des initiatives qui sont locales. Voilà. De tel prof qui a l'habitude d'inviter tel gynéco, par exemple, ou on a l'habitude d'inviter le planning familial, ou il y a un partenariat avec effectivement telle marque bien connue qui va, hop, voilà, et on va se décharger là-dessus. Donc, ils sont très précieux, les extrascolaires, mais encore faut-il avoir développé des partenariats de qualité, et puis pas faire n'importe comment. Effectivement, des fois, on a l'impression que c'est fait. Certains veulent juste s'en débarrasser, quoi, parce que bon, faut bien, voilà, c'est la séance dédiée. Et d'autre part, malheureusement, oui, ça existe toujours. Chez certains, les séances, tiens, je vais te montrer l'éponge qui sert à rien, ou qui correspond à un cadre de contraception assez spécifique, quoi.
Non, alors je sais pas, les éponges, je sais pas à quelle époque on vous a parlé de ça. C'est que, alors les diaphragmes, ça existe encore, mais il faut quand même pas. Globalement, du côté masculin, et on n'a pas parlé de contraception masculine, c'est fort dommage. Du côté masculin, c'est préservatif masculin et puis alors soit anneau remonte couille entre guillemets ou slip remonte couille pour mettre les testicules à l'intérieur au chaud. Et côté femme, ça va être le stérilet au cuivre pour les trucs non hormonaux, le préservatif féminin et après pour ce qui va être hormonal, le patch, l'implant, les pilules et les stérilets hormonaux, et globalement c'est tout. Enfin voilà. Oui, la méthode Ogino, hein, là le truc où on compte les jours, c'est une excellente méthode de contraception pour celles qui veulent tomber enceintes. Voilà. Je prends 2 secondes parce que votre anecdote m'a rappelé quelque chose. Alors, je suis un peu plus jeune que vous, je pense. Moi, quand j'ai eu mon... Non, mais... Alors, il paraît que je fais même pas mes 30 ans, donc voilà. Ah non, mais je pense par rapport à l'enseignement qu'on a eu, c'est pour ça. Donc, j'ai pas eu le même enseignement. Mais surtout que moi, lorsque j'ai eu... je me souviens d'un cours au collège, le cours se terminait avec la distribution de petits cadeaux. Alors, les garçons ont eu un préservatif. Les filles ont eu un tampon. On n'en a pas parlé, mais la représentation de notre sexualité défend aussi notre genre. Les femmes sont souvent rapportées à leur menstruation, leur contraception, alors que les hommes, directement, relations sexuelles. Et on n'en a pas parlé, mais dans l'éducation, la question se pose de faut-il séparer les garçons et les filles ? Parce que est-ce que ça les libérerait ? Faut-il mettre les élèves qui s'identifient comme LGBT, que ce soit par leur sexualité ou par leur genre, ensemble, et les non-LGBT de l'autre côté, pour que les minorités soient plus libres de parler ? Est-ce qu'il faut faire en gros des groupes en non-mixité ? Et ben là-dessus, la science, les méta-analyses sont pas toutes d'accord. Parce qu'en fait, quand on demande aux jeunes, les réponses sont très diverses. Moi, ce que je dirais, c'est simplement que on a une liberté pédagogique en tant qu'enseignant, heureusement. Donc, malheureusement, on a des collègues qui sont un peu coincés du cul et qui sont sur des très très vieilles méthodes, qui sont encore... Elle se reconnaîtra. Et heureusement, il y a des gens qui sont un peu plus jeunes, un peu plus formés, pas forcément plus jeunes d'ailleurs, simplement plus formés, et ça se passe peut-être mieux, on va dire. C'est plus mieux. Voilà, je fatigue. Tant mieux. Il y a encore plein de choses à faire. Écoutons les élèves, écoutons leurs besoins, et de toute manière, ils ont toujours quelque chose à apprendre de nous. Et si on n'a rien à leur apprendre, ils apprendront tout seuls. Voilà. I drop the mic. C'est pas mon téléphone.